Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Racine Franco, c'est votre nouvelle émission qui est là pour faire mieux connaître et partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Une émission hebdomadaire qui est audio et vidéo et que vous pourrez retrouver toutes les vidéos donc sur notre chaîne YouTube. Alors plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre communauté et on parlera ensemble de leur pays ou de leur région d'origine et de cette culture propre à cet endroit et surtout comment on arrive à vivre sa francophonie pleinement en étant ici à Toronto. Et on n'oublie pas surtout de rappeler que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui avec moi, j'ai Sandro Seriani. Comment ça va aujourd'hui, Sandro? Ça va très bien. Et vous, Nathalie? Eh bien, écoute, moi, ça va super. Je suis très contente que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, on va commencer, avant de poser plein de questions par rapport à tes origines libanaises. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs et nous dire un petit peu qui tu es en quelques mots, Sandro? Ouais, bien sûr. Donc, tu as dit, je m'appelle Sandro, je suis libanais. Je suis né au Liban en 1998. Ça fait presque 8 ans que je suis ici à Toronto. Donc, je suis libano-canadien à ce point. Pour moi, si vous voulez savoir c'est qui Sandro, c'est quelqu'un qui adore le sport. C'est vraiment ma première passion. Là, j'adore le foot, j'adore le ski. Et là, après cette entrevue, je monte au ski, du coup. Ah ouais, donc t'aimes bien les sports un peu canadiens aussi, parce qu'au Liban, c'est pas très répandu le ski, je pense. Ah, non, c'est très bien répandu. Ah on a ouais? 2 montagnes. En fait, du côté nord, où on a des forêts de cèdres, on appelle même la piste les cèdres en arabe. Et il y a une autre, on l'appelle Mzar. C'est un des plus beaux resorts que j'ai vu de ma vie. Même si j'aime Blue Mountain, si je monte maintenant, je dirais même qu'au Liban, c'est une très belle expérience. C'est une meilleure expérience qu'ici. Ah ouais, bah tu vois, comme quoi on a des clichés. Pour moi, au Liban, il fait chaud, il n'y a pas forcément de montagne, il n'y a pas d'endroit pour faire du ski, en fait. Je pensais que c'était plus un sport de ton côté canadien que de ton côté libanais. Non, mais en fait, ça fait, je veux dire, 22 ans que je skie. Ah ouais. Au Liban, c'est vraiment très, très répandu. Donc, non, j'adore ça. Ça fait très longtemps que je fais ça. Et du coup, j'ai dû reprendre ça ici parce que il n'y a pas d'autre moyen d'aimer l'hiver ici. Ah, c'est vrai. Il fait vraiment trop froid. Donc, le seul truc là, quand on arrive en décembre, le seul truc qui me réconforte, c'est OK, c'est la saison du ski maintenant. Ouais, au moins tu sais que ça te met un peu de baume au cœur, tu vas retrouver une activité que t'aimes bien, parce que le froid en tant que tel, t'aimes pas trop, non? Non, je déteste le froid. Moi, ça nous fait un point commun au moins. Alors, parmi ce qui fait ta culture, qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi ici? Un truc que tu penses être plutôt libanais pour le coup. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené dans ton petit sac à dos quand t'es arrivé ici au Canada? Donc, c'est une très bonne question. Moi, je dirais, un des trucs dont je suis le plus fier d'être libanais, c'est qu'au Liban, on a une culture très communautaire. C'est très normal que toi et tes voisins, vous êtes vraiment très liés, et très liés à vos parents, à tes parents, à tes oncles, à ta famille étendue. Donc, ici, je trouve, au Canada, c'est quelque chose qui manque, malheureusement, mais j'aime ça beaucoup. C'est quelque chose de super important, je trouve, d'avoir une communauté pour qui aller parler, avoir un support structure, on dit ça en anglais, mais... Ouais, être entouré et d'avoir un support qui soit plutôt affectif et que tu puisses compter sur les gens qui sont autour de toi, en fait. Exactement. Et là, quand je suis venu, ma première année, c'était une année très individuelle. Je suis venu tout seul, sans mes parents. Et Tes parents sont toujours au Liban pour le moment? Non, ils sont venus pour la deuxième année. Donc, je suis très content maintenant. J'habite encore avec mes parents. Et je sais il y a quelques gens qui disent, ah non, je pourrais plus faire ça à 25 ans, mais moi, je compte pas quitter. Je vais quitter, c'est sûr, mais pas, je suis pas, T'es pas je encore dois prêt. quitter, je dois quitter maintenant. Je suis très content à la maison. Et, ouais.
Je comprends. Moi aussi, je suis restée longtemps chez mes parents jusqu'à ce que j'arrive au Canada. J'avais 26 ans quand je suis partie. Donc, tu vois, au final, il te reste encore un peu de temps. Hein, ça va. Ouais. De quoi t'es le plus nostalgique de ton pays d'origine? Parce qu'il y a forcément des trucs qui te manquent un peu, quand bien même ça fait déjà un petit bout de temps maintenant que t'es installé ici. En plus, maintenant, t'as la chance d'avoir tes parents qui t'ont rejoint. Mais est-ce qu'il y a des trucs dont t'es un peu nostalgique par rapport au Liban? Donc, deux grands trucs. Un, la nourriture. Je vais vous dire là, dès maintenant, et c'est une opinion qu'il y a beaucoup de gens vont dire, ah non, c'est pas possible, mais entendez-moi, c'est la meilleure cuisine du monde. C'est vrai que moi je prêche ma petite paroisse quand même. En France, on a des bons plats aussi. Ouais, non. Mais c'est vrai que la cuisine libanaise est géniale. J'avoue, là, la France a une très bonne gastronomie, mais pas autant que le Liban. Parce qu'au Liban, on a des options pour tout le monde. Si tu es végétarienne, il y a le falafel, la taboulé, le fatouche. Il y a plusieurs plats, vraiment plusieurs plats. Et là, ici, au boulot, j'ai beaucoup d'amis indiens qui ne peuvent pas manger à cause de leur culture de la viande. Donc, tout le temps, je leur dis, allez, on part manger du libanais parce qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Et du côté carnivore, on a même encore plus. Hein, on a la viande crue. Et je veux dire aussi, tu vas être déçu de moi, mais c'est 1000 fois meilleur que le tartare. Ouais, bah faudrait que j'essaye alors. Ça s'appelle le kebenaye pour nous, donc ça c'est incroyable. Et ouais. Est-ce que justement le fait, comme tu disais, que même pour la nourriture, vous avez un petit peu pour tout le monde, est-ce que ça représente pas aussi la mentalité des Libanais d'inclure tout le monde? Parce que nous on en parlait un petit peu hors antenne pour préparer l'interview, on disait genre, au Liban, il y a 3 langues. Les gens, ils parlent l'arabe, ils parlent le français, ils parlent l'anglais. Est-ce que du coup, tu vois, genre, on a l'impression que votre peuple, entre guillemets, votre communauté, elle est hyper généreuse, en fait, parce qu'elle pense à tout le monde. Puis il y a aussi des chrétiens, il y a des musulmans, vous êtes mixés un petit peu, et on dirait que tout ce métissage, ça fait que votre communauté, à vous, elle est hyper riche. Tu vois, on pense à tout le monde, que tu sois végétarien, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu parles l'arabe, l'anglais ou le français. Tout le monde est ensemble, on dirait. C'est ça, ouais, c'est très juste, c'est une très bonne observation du pays. Là, le pays, il est super petit, hein. J'insiste, c'est un pays qu'on peut parcourir de nord au sud en 3 heures en voiture, s'il n'y a pas d'embouteillage. Mais 15 minutes, là, moi, je suis né à Beyrouth, je viens de la capitale. 15 minutes de route et je suis dans un autre monde, complètement. Et l'autre monde, c'est un autre accent, c'est une autre gastronomie. Mais il y a un truc qui lie tous les Libanais, c'est la générosité. Et même, moi, en tant que chrétien, si je pars aux zones musulmanes, ils vont quand même m'accueillir. Chaque région a sa propre gastronomie aussi. Donc, par exemple, si je pars au sud, ça va être un peu plus basé sur la mer. Donc, on est sur la Méditerranée. Si je pars à l'est, je pense, c'est un peu plus dans la montagne. Donc, tu as une gastronomie un peu plus montagnarde. C'est vraiment cool. Et là, le seul truc qui va nous lier à tous, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient de dehors, et même pas forcément en dehors du pays, mais ils adorent ça aussi. Donc, si toi, en tant que Française, tu montes là dans les régions un peu plus rurales et tu leur dis que je suis Française, je suis ici, ils vont être super contents. Mais vraiment super contents. De voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur endroit et à leur culture à eux, même si c'est un peu retiré de la grande ville, entre guillemets, c'est ça? Exactement. Et moi, même, je suis libanais, je viens de Beyrouth. Quand je monte à la montagne, je leur dis, je viens de Beyrouth. Ils sont, ah, va, de Beyrouth. On n'a pas eu quelqu'un de la capitale, ça fait 1 mois, quelque chose. Donc, ils sont, vraiment, c'est un peuple très chaleureux à la base. Qui a le cœur sur la main, comme on dit. Ouais, le cœur sur la main. Comment ça s'est passé, Sandro, ton parcours d'intégration ici au Canada? Est-ce que ça a été dur? Comment tu l'as vécu? Parce qu'on se pose toujours la question, quand on arrive d'un endroit qui est très différent du Canada, des fois, il y a des trucs où c'est difficile. Qu'est-ce qui a été pour toi difficile? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc, c'était difficile, là, je vais pas mentir. J'avais 17 ans quand je suis venu, donc j'étais vraiment très gosse dans ma tête. Et là, mon ami m'a envoyé une photo de notre première année et j'étais vraiment gosse, vraiment gosse. Donc, vous voyez en caméra, j'ai une grosse barbe, maintenant je suis long. J'avais ni barbe, là, je me regardais, j'ai l'air vraiment comme un gosse. Ouais, t'étais un teenager, un ado, comme on dit en français. Ouais, donc venir ici et vivre tout seul aussi, j'ai pas pu vivre en colocataire malheureusement. C'est ma faute parce que j'ai mis mon application 1 mois trop tard, donc j'ai dû vivre tout seul. Tout ça, c'était vraiment dur parce que là, à la maison au Liban, c'est pas moi qui faisais la cuisine, c'est pas moi qui faisais
Ménage. le ménage, nettoyer la maison, tout ça c'était nouveau. Et de vivre sans mes parents, c'était vraiment difficile. Et sans mes amis, je me souviens aussi, maintenant c'est choquant quand j'y pense, pour les 2 premiers mois, chaque nuit quand je dormais, je rêvais de mes parents et de mes amis. Parce qu'il te manquait beaucoup. Il me manquait beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'était une intégration difficile. Aussi, j'ai fait face un peu à un choc culturel. Ouais. C'est vraiment différent du Liban. Et moi, en fait, je voulais aller à Montréal. Je voulais pas venir à Toronto. Je voulais aller à McGill, mais ils m'ont pas accepté. Et la raison principale dont je voulais aller à Montréal, c'est qu'il y a une géante communauté libanaise là-bas. Bah oui, parce que du coup, la francophonie, elle est plus large à Montréal, vu que c'est le Québec, et que le Québec, il est majoritairement francophone. Donc forcément, c'est plus simple. Même la communauté maghrébine en tant que telle, il y a beaucoup plus de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens. À Toronto, on va plus avoir des Égyptiens, des Afghans, Iraniens, des personnes qui n'ont pas le français comme deuxième langue dans leur pays, en fait. 100%, c'est bien fait. Et quels sont pour toi, à ton avis, les défis principaux auxquels tu as dû faire face et comment tu as dû les surmonter du coup? Tu disais que par exemple pour l'appartement, tu t'es réveillé un peu en retard, donc tu n'as pas pu avoir un coloc, donc du coup tu as dû vivre seul. Est-ce qu'il y avait d'autres défis auxquels tu as été confronté? Je vais dire l'anglais un peu. Moi, ça fait beaucoup de temps que je sais parler en anglais. Même au lycée, au Liban, j'étais toujours dans les classes les plus avancées de l'anglais. Donc, j'avais pas de problème pour m'exprimer. Mais c'était dur de faire un échange académique de français en anglais. Donc là, la première fois quand je suis rentré en cours de maths, par exemple, c'était vraiment difficile parce que tous les mots que je connaissais vraiment niche en français sont complètement différents en anglais. Donc ça, c'était un très grand challenge. Et même maintenant, ça fait 8 ans et j'ai encore l'habitude de faire les maths en français dans ma tête. Ouais, parce que tu les as apprises comme ça, donc du coup, pour toi, ça a plus de sens de le faire dans une certaine langue que dans l'autre. Exactement, exactement. Donc, c'était un défi, ça. Et puisque j'étais là, quand je suis venu, mon ambition, c'était de devenir médecin. Là, j'ai fait un 360, je suis allé dans une autre, dans un autre chemin, c'est dur, hein, le path médecin. Ouais. Il y a beaucoup d'études, vraiment. C'est très, très long, ouais. C'est long, c'est difficile et il faut vraiment avoir un GPA parfait. Là, si on tombe moins que 3.9, oublier la médecine. Ouais, oublier la médecine. Il n'y a pas de chance. Il n'y a vraiment pas de chance. Et là, moi, c'est parce que je faisais face à tous ces problèmes, tous ces défis, être loin de mes parents, j'avais pas mes amis avec moi. Donc, ajoute tout ça, toutes les études que je devais faire et nettoyer l'appart. Pour un gosse de 17 ans, ça n'a juste pas bien tourné. Donc, ouais. C'est probablement la raison principale. Donc, j'ai dû changer de chemin. Mais ouais. Mais tu es content du chemin que tu as pris de toute façon maintenant? Tout se passe pour une raison. Ah, exactement, je suis d'accord avec toi. Tout est écrit. Est-ce que quand tu es arrivé, il y avait des programmes ou des organismes que tu as peut-être pu rejoindre, que ce soit des trucs communautaires, peut-être libanais, des associations, des trucs par rapport aux étudiants? Est-ce que tu t'es retourné vers des organismes spéciaux? Et si oui, vers lesquels? Donc, je vais dire que c'est l'une de mes fautes principales. J'ai pas fait ça. Il fallait que je le fasse. Là, si je regarde Sandro à 17 ans et il me demande pour un conseil, je lui dis, n'oublie pas la vie en dehors de l'université. Vraiment, parce que ça va pas, tout ce que tu penses que tu es en train de faire, d'étudier plus en plus, ça va pas t'aider à la fin. Parce que le cerveau, le mental health, c'est ouais, ta santé mentale, c'est important. Ouais. Ouais, et là, le mental health, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas au Liban. C'était quelque chose de très nouveau pour moi. Et au début, j'avais dit, c'est pas important ça. Moi, je suis bon là. Mais non, c'est super important. Et là, le premier truc que j'ai dit, l'esprit communautaire, j'étais très habitué au Liban, n'était pas ici. Donc, il fallait vraiment que moi, je me mette en dehors de ma zone de confort et que je recherche ces groupes. Donc, ça, c'est un truc que j'ai pu faire après, donc, la deuxième, troisième année, quand mes parents sont venus. Et c'est en fait eux qui m'ont poussé à sortir et retrouver des organismes. Et moi, c'est à travers le sport. C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est vraiment super important pour moi parce que c'était le truc qui m'a permis de m'intégrer au Canada.
Et puis de te faire des amis aussi un petit peu venant d'endroits divers aussi, parce que c'est ça qui est cool aussi avec le sport, c'est que on peut avoir des emplois complètement différents, on peut avoir des âges complètement différents, on peut avoir des cultures complètement différentes et venir de n'importe où dans le monde, ce qui te permet d'être avec ces gens-là. Au final, le lien, c'est la passion pour le sport, que ce soit pour le foot, pour toi par exemple, ou n'importe quel autre sport, le ski ou quoi que ce soit. Bah, au final, tu as déjà un point commun avec quelqu'un, et avoir un point commun avec quelqu'un que tu n'aurais peut-être jamais rencontré en temps normal dans ton pays d'origine, bah, ça fait beaucoup au final. C'est super important. Voilà, c'est pour les gens un peu plus introvertis. Moi, j'ai changé là, au parcours des années. Je suis plus trop timide. J'étais super timide quand j'étais jeune. Vraiment, j'insiste, vraiment super timide. Il n'y a aucune chance que tu aurais Sandro à 17 ans venir dans une station de radio pour faire cette entrevue. Donc c'est quelque chose qui a changé à travers le temps. Mais même si tu es timide, c'est une chance. Il y a un lien commun, comme tu dis. Donc il y a un conversation starter. Et moi, en fait, une histoire drôle que je vais te dire. Ma première année, c'est lié à ta question d'avant. Ma première année à University of Toronto, je suis allé à un groupe qui s'appelle First Year Learning Community. Ok? J'ai fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Rami. Il est syrien. Et notre premier point dont on est devenu vraiment amis, c'est qu'on supporte la même équipe au foot, Chelsea. Comme quoi le foot, c'est toujours très fédérateur au final. Ouais. Et ce qui est drôle de cette histoire, là, on est devenus de très bons amis. On allait chaque semaine aller manger du shawarma ensemble. Vous regardez les matchs de Chelsea ensemble. Regarder les matchs de Chelsea ensemble. On s'énervait ensemble quand on perdait. On était contents. Mais il passe 4 mois. Là, je l'ajoute sur Facebook. Moi, je suis pas très actif sur Facebook, mais je sais pas pourquoi j'avais ouvert. Et là, je trouve que j'ai des amis en commun avec lui. Et ces amis en commun, c'est mes cousins. Mais non. Mes cousins syriens. Et donc, je viens le jour d'après, quand je le vois, je dis, Rami, comment tu les connais, eux? Ils me disent, c'était mes voisins. Et ils me disent, mais après, lui, il avait la tête choquée. Il me dit, mais toi, comment tu les connais? Je lui dis, moi, c'est mes cousins. Ouais. Et il me dit, c'est mes cousins aussi. Donc là, ok, est-ce qu'on est cousins, nous, 3e, 4e degré? Là, je pars, je demande à ma grand-mère, et je lui dis, est-ce que tu connais cette famille de Damas? Elle me dit, ouais, on est bien cousins. Oh là là, donc, c'est fou. C'était aléatoire, hein, je savais pas que c'était mon cousin. On est devenus amis grâce au foot. Et là, on a découvert 4 mois après. Vous devriez écrire au club de Chelsea et leur raconter la belle histoire. Peut-être qu'ils vous donneraient des tickets pour aller voir un match ensemble. Non, je doute. Non, mais c'est fou comme quoi, des fois, il y a des personnes qui sont censées se rencontrer. Leur chemin de vie doit se croiser à un moment donné. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça arrive. Ouais. Si tu avais des conseils à donner à des nouveaux arrivants, Sandro, tu dirais quoi? À des nouveaux arrivants francophones ici à Toronto, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme bonne pratique à avoir pour bien s'intégrer ici en Ontario? Donc, prenez avantage du fait que Toronto est une ville super diverse. Moi, je viens d'un pays qui est malheureusement très homogène. Au Liban, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent dehors, c'est que des Libanais. L'hétérogène, c'est que il y a plusieurs religions, mais à la fin, c'est un peuple. C'est un peuple arabe, donc on est une personne, vraiment. Et là, je suis venu à Toronto et il y a de tout. Il y a tous les pays du monde ici. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, mon conseil serait, sortez de votre comfort zone. Je sais pas, trouvez-vous un hobby. Comme moi, j'ai le sport, j'ai quelques autres trucs aussi, qui va vous laisser prendre avantage de cette hétérogénéité et rencontrer des gens qui viennent de vraiment des pays que vous aurez jamais entendu parler sinon. Et là, je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'ai appris beaucoup sur l'Inde, par exemple, sur la Chine, le Japon. Même maintenant, j'ai beaucoup d'amis brésiliens. Et là, je compte aller l'année prochaine pour aller visiter leur pays. Donc, c'est une très bonne opportunité, ça. Et c'est pour un peu plus francophone, pour cibler un peu plus cette audience, je dirais, ne perdez pas votre français. C'est super important comme atout. Moi, c'était une de mes plus grandes peines quand je suis venu. Là, j'ai remarqué en 2020, quand on était en confinement, j'ai vraiment perdu mon français. Parce que du coup, tu n'avais pas l'opportunité de le parler de trop? Ouais. Mais
À la maison, tu parles quelle langue avec tes parents, du coup? Je veux dire libanais. Libanais, ça veut dire arabe, français, anglais Anglais dans tout une en même phrase. temps. Ouais. Ok. Mais ouais, donc ne perdez pas votre français parce que c'est un atout super important. Maintenant, dans mon boulot, c'est parce que moi je travaille au consulting, by the way, donc c'est très important de développer une bonne relation avec le client. Et c'est très commun que je travaille avec des gens du Québec. Donc, une autre histoire. Quand j'avais 22 ans, quand je venais de rentrer dans ce boulot, on m'a amené à Montréal et j'ai fait la rencontre d'un de nos clients qui était québécois. Et il y avait une relation tendue entre eux et nous. Alors que je suis rentré dans la chambre, moi, un gosse de 22 ans, j'avais le costume de mon père qui est trop grand sur moi, ou bien trop petit sur moi parce que je suis plus grand que mon père. Et j'avais ma barbe pas bien tenue. Et je rencontre le mec qui s'appelle Marc. Je lui dis, salut Marc, je m'appelle Sandro. Il me dit, comment ça se fait que tu parles français, toi? Tu viens de Toronto. Et je lui dis, je suis libanais et j'aime le français. Donc, de ce moment, je me rappelle, il m'avait dit, 10 minutes, tu me rappelles de mon fils. Et du coup, je suis devenu la seule personne, je pense, de mon groupe de Deloitte qui l'aimait beaucoup. Donc, quand il y avait des problèmes. Tu avais réussi à détendre l'atmosphère, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un instant relationship builder, on dit en anglais. Mais c'était super important parce qu'un gosse de 22 ans, qui vient de rentrer au travail, pour que un des clients t'appelle à toi pour te dire que il y a un problème ou quelque chose, parce que ton manager, ça fait 20 ans qu'il travaille ici, c'est quelque chose. Donc, c'est un atout, le français. C'est un atout super important. Et moi, quand j'avais remarqué que j'avais perdu mon français, j'arrivais pas à entretenir de conversations comme je fais maintenant, ça m'a fait vraiment de la peine. Ça m'a fait une grande peine. J'étais vraiment malheureux que j'avais perdu cet atout. Et T'as fait comment, du coup, pour revenir et parler le français aussi bien qu'aujourd'hui? Parce que là, il n'y a rien à dire, tout le monde comprend exactement tout ce que tu dis. ouais, donc j'espérerais bien qu'il est revenu un peu. C'était grâce à mon groupe de dimanche au foot. Donc, Anaïs, qui travaille dans cette radio aussi, est parmi de cette équipe. Donc, j'ai fait leur rencontre en 2021, à la sortie du confinement. Et là, chaque dimanche, on part et on joue, même dans le -20. Ouais, ok. Vous êtes Ouais, vraiment on est déterminés. fous. Quelque chose ne cloche pas bien dans notre tête, mais c'est notre amour du foot qui nous a liés. Et là, c'est devenu, à travers les années, c'est devenu une très bonne communauté. On a, je veux dire, presque 15 Français, avec qui je peux aller pratiquer chaque semaine. Donc, super important. Grâce au travail aussi, j'ai pu reparler en français. Moi aussi, je lis beaucoup. Je suis passionné de l'histoire, donc j'ai commencé à relire un peu plus en français. Et c'est à travers ces 3 moyens que j'ai pu regagner l'atout. Est-ce que tu penses justement que mettre en avant ses racines culturelles, c'est important et puis ça contribue aussi à une meilleure compréhension des autres que la francophonie, c'est important parce que on est au Canada, le Canada c'est un pays bilingue, on va pas se mentir, c'est majoritairement anglophone, il y a des provinces comme le Québec, il y a le Manitoba aussi où on a l'impression que c'est un peu plus bilingue. Ici en Ontario, on est majoritairement anglophone. La francophonie, elle essaye de faire un peu sa place, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Est-ce que toi, justement, tu penses que mettre en avant ses racines culturelles, mettre en avant à quel point la francophonie, c'est important pour justement lutter contre les discriminations? Ouais, je trouve que c'est super important. Là, aussi, c'est quelque chose dont j'ai changé mon opinion à travers le temps. Moi, quand je suis venu, vous ne payez pas vraiment attention à cette opinion. C'est l'opinion d'un garçon de 10 à 18 ans. Mais je me disais, pourquoi le Québec, il est tellement À part. Pourquoi il se considère comme un pays à part? Pourquoi il est tellement, là, il veut pas parler en anglais à Montréal, c'est devenu parfaitement bilingue maintenant. Ouais. Si on sort un peu dans les zones rurales, au Québec aussi, la capitale, et on parle en anglais, les gens vont pas répondre en anglais, ils veulent répondre en français. Donc Et même s'ils comprennent, ils vont avoir cette envie de justement lutter pour que le français, ça reste la première langue de la province et que du coup, même s'ils comprennent, ils vont répondre en français. Ouais. Et là, ça, je trouvais que c'était faux, mais maintenant, j'ai changé d'opinion parce que je trouve que le patrimoine est très important, vraiment. Les traditions ils sont là pour une raison, voilà. Enfin, donc, c'est très important pour que le Québec garde son patrimoine français. C'est aussi, je sais pas si ça c'est très correct de pas parler en anglais pour quelqu'un qui sait pas vraiment parler en anglais. Un touriste qui vient, je sais pas, du Brésil par exemple,
et il ne connaît pas le français. Je sais pas si ça c'est très correct, mais quand même, l'idée est là et je trouve que cette idée doit demeurer importante. Et à Ontario, je trouve qu'il faut qu'on fasse un effort, et là je me dirige un peu plus aux anglophones, d'apprendre le français, puisque de un, c'est super important d'apprendre des langues étrangères. C'est une autre, à la fin de la journée, c'est une autre façon d'y penser à quelques trucs. Et il n'y a rien de négatif d'aller apprendre une nouvelle langue. Hein. Donc, il n'y a que des atouts positifs, et puis ça peut même aider les gens à évoluer dans leur carrière professionnelle aussi, des fois. 100%. Et pourquoi le français? Pourquoi pas quelques d'autres langues? Ben, notre pays est bilingue. Donc c'est juste naturel que vous preniez le français. Et juste un côté plus pratique, moi je trouve que pour apprendre une nouvelle langue et pour vraiment l'apprendre, il faut aller vivre le jour au jour, aller essayer de parler aux gens. Et là, les gens du Québec, même si on parle avec un français cassé, ils vont quand même apprécier l'effort. Oui, c'est vrai. Parce qu'on essaye de garder leur patrimoine dont ils sont fiers et justement, ils restent très fiers de ce patrimoine. C'est quelque chose de très cool. Mais c'est juste naturel de prendre le français parce que vous avez la chance d'aller à Montréal, d'aller au Québec et pratiquer. À la fin du jour, Duolingo, les livres, c'est un atout, c'est important, c'est un outil, pas un atout, qui peut vous donner une base, mais c'est pas complet. C'est pas du tout complet. Ouais, ça n'a rien à voir avec un échange que tu peux avoir avec un vrai local. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie un peu quiz de cette entrevue. Okay. Je vais te poser des questions par rapport à ton pays d'origine, donc le Liban. Et tu vas me dire qu'est-ce qui est, selon toi, par exemple, l'acteur ou l'actrice la plus connue du Liban? Donc, je suis pas très bien cultivé en film libanais. Je prends ta question et la changer un peu plus. Okay. Je vais aller du côté théâtre. Okay. Parce que côté théâtre, je trouve qu'on a vraiment des talents immenses et pas nécessairement acteurs ou actrices, mais les gens qui écrivent les scénaristes. Les scénaristes, plutôt. Exactement. Ouais. Donc, je vais vous faire une recommandation d'un film super beau qui s'appelle Incendie. C'est un film québécois. Dirigé par Denis Villeneuve, je sais pas si c'est exact, mais je suis à 99% sûr que c'était lui. Okay. Et à la base, c'était un théâtre d'un autre Libano-Canadien qui s'appelle Wajdi Mawad. Et c'est un film qui est vraiment super fort. Parce que il parle de la guerre civile au Liban. Spoiler alert, ils vont pas dire que c'est au Liban, mais je vous dis que c'est au Liban. Okay. Ils inventent un pays qui s'appelle Daresh, je pense. Mais il y a un twist à la fin qui va vous choquer. Vraiment vous choquer. J'ai jamais vu un twist tellement bien écrit. Et donc, ça c'est ma recommandation. Wajdi Mawad, c'est un génie. Et là, d'un autre côté, on a aussi une très grande famille d'artistes au Liban qui, peut-être vous avez entendu parler de Fayrouz. Non, ça me dit rien personnellement, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui se reconnaissent là-dedans, ouais. Vas-y. C'est une très grande chanteuse, elle a une voix vraiment angélique. Et il y a des gens que je connais qui n'ont aucun lien au Liban qui ont entendu parler d'elle, mais elle vient d'une très grande famille d'artistes. Donc, elle est mariée à quelqu'un de la famille Rahbani. Donc, je me souviens pas comment il s'appelle, mais son fils s'appelle Ziad. Ziad, c'est un des gens les plus talentueux du monde là, parce que c'est un chanteur vraiment, waouh, il faisait de la musique en 70 et c'est comme Pink Floyd un peu quand vous écoutez comment ils ont pu faire ça en 70. Ouais. Il est du même style là, c'est lui qui joue au piano, il rentre le jazz, il rentre les éléments orientaux, c'est vraiment un génie. Et ça, c'est juste le côté musique. Il a aussi fait des théâtres. Et c'est des trucs que mon père et ma mère ont regardé quand ils étaient jeunes. Et moi, j'ai eu la chance. Ils t'ont transmis un peu le truc, quoi. Ils m'ont transmis. Et en 2015, ils ont sorti ces anciennes. Au Liban, ils ont sorti ces anciens théâtres. Ils nous ont montré au cinéma. C'était en noir et blanc. C'était un quart de l'écran sur le ciné. Mais c'était super fort comme théâtre. Là, c'était une critique du pays qui est encore très... actuelle. Ouais, très actuelle. Donc, ok, ça, alors
T'as été plus vite que mes questions parce que j'allais te demander justement quelle était la chanteuse ou le chanteur de ton pays. Donc là, tu nous as déjà donné un exemple. Ouais. Est-ce que tu aurais un film culte à nous partager? Ben, malheureusement, pour moi, les films que je regardais, c'est tous liés à la guerre civile. Ok. Parce que j'ai dit avant, je suis passionné de l'histoire et spécialement quelque chose comme ça parce que c'était plutôt récent. Là, c'était de 75 à 90. Et moi, j'ai pas Juste vécu. avant ta naissance, en fait, quelque Ouais. part. Ouais. Exactement, mais mes parents ont vécu, mes grands-parents l'ont vécu. C'est encore, même au Liban, quand on marche maintenant, c'est encore une mémoire Très ancré. très ancrée. Tu vois un immeuble de 50 étages, tout moderne, et juste à côté, tu as un immeuble avec des bullet holes, Ouais, des des trous de balles. des trous de balles. Ouais, ouais. Donc, c'est une mémoire très vivid memory. Ouais, c'est des trucs que t'as pas forcément envie de te rappeler, mais en même temps, c'est là, ça fait partie du patrimoine aussi, justement, ouais. Exactement. Donc pour moi, je voulais toujours savoir comment c'était de vivre cette guerre pour 15 ans. Déjà 15 ans, c'est énorme, hein. Moi, c'est plus que la moitié de ma vie. Ouais. Donc, je vais dire qu'il y a un film de culte qui s'appelle West Beirut, qui est un peu plus, même si c'est la guerre, c'est un peu plus comique. Donc, il est drôle, le film. Il était sur Netflix, mais ils l'ont enlevé malheureusement. Moi, je l'ai vu plus que 10 fois, parce que vraiment, j'adore ce film. Il suit deux gosses, deux enfants de 10 ans, au début de la guerre. Et là, vous pouvez, je sais pas, pour moi, j'ai pu ressentir l'esprit de Beyrouth en 75. J'ai pu vraiment voir comment pour un enfant, un adolescent, c'était de voir tout ça aller à la merde un peu. Donc, Ouais. malheureusement, ça va être ça ma réponse. Mais Non, mais il n'y a pas de malheureusement. Il y a toujours une histoire derrière un film qu'on préfère ou une histoire, qu'elle soit positive ou négative. Toi, c'est un film qui t'a fait vibrer. Donc, moi, la réponse me va très bien. On parlait au début de l'interview, tu me disais qu'il y avait plein de plats en fonction de si tu es végétarien, si tu manges de la viande, tes préférences. Bref, il y en a pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un plat typique au Liban? Ouf. C'est dur, hein? Super dur la question parce que nous, si tu pars dans un resto libanais, c'est jamais un plat qu'on amène, c'est une mezze, donc c'est un groupe de plats. Donc on commence avec les appetizers, donc au début les petites entrées, les petits Ouais. trucs qu'on partage, quoi. les entrées, tu vas trouver deux types de salades. Et là, c'est déjà le premier débat du Liban. Est-ce que tu es équipe tabouleh ou équipe fatouche? Ok. Pour moi, je peux vraiment pas faire le choix. J'adore les deux beaucoup, vraiment. Mais tu vas trouver ça sur la table. Tu vas trouver du falafel, du hummus. Hummus, c'est très populaire au Liban. L'abneh, c'est du fromage condensé. Donc, on commence par ça. Puis les plats, les gros plats, ça va être quelque chose à base de viande ou bien à base de poulet. Donc, le taouk, le shawarma, il y a plusieurs trucs vraiment. Elle est vraiment difficile la question, Ouais, mais ça elle est va dure. être. Si tu regardes une famille de 4 avec 50 plats à la table, vous pouvez vous dire, eux ils sont libanais. Là c'est sûr. Au moins, il y a du choix en picore un petit peu dans toutes les assiettes, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a une boisson populaire particulièrement au Liban? Ouais, bien sûr. Donc l'arak, c'est une boisson blanche. Donc en fait c'est clair, mais quand on met de l'eau, il y a. Si mon prof de chimie est en train de regarder, je suis vraiment désolé, je ne me rappelle pas c'était quoi la réaction chimique qui se passe, mais quand on met de l'eau, ça devient blanc, blanc, blanc. Et c'est à base d'anis. Ok. Donc, C'est comme un sirop un peu? ouais, c'est comme un sirop. Ok. Moi, j'adore, c'est ma boisson préférée même maintenant. La plupart des gens n'aiment pas, et moi, ça me fait de la peine, parce que chaque fois qu'on part au boulot pour manger au Libanais, je leur dis, vous devez essayer, vous devez essayer. Et peu sont les gens qui disent que c'est super bon, mais Ouais. je m'en fous. Chacun Pour moi, ses goûts, quoi. Ouais, chacun ses goûts. Pour moi, c'est quand même la meilleure boisson du monde. Et si tu devais emmener quelqu'un ou conseiller à quelqu'un qui va au Liban un endroit à visiter particulièrement, qu'est-ce que tu lui dirais comme endroit? Super dur la question, Ouais. mais je vais dire. Il n'y a pas que des questions faciles, hein? Ouais. Parce que le Liban, même s'il est petit, chaque région est vraiment différente de l'autre, mais. Allez, je vais faire plaisir à un peuple qui est un peu plus opprimé malheureusement. Je vais dire le sud Liban. Et le sud Liban, c'est une région vraiment super belle. Vraiment, c'est des paysages
qu'on peut même pas imaginer tels qu'ils sont beaux. Et comme je dis, c'est un peuple très opprimé qui habite là-bas. C'est un peuple qui a été très pauvre pour son histoire, mais c'est un peuple super chaleureux. Donc, je vais dire le Sud-Liban, même si c'est maintenant, en 2024, avec l'état du Moyen-Orient, je dirais peut-être c'est pas le temps maintenant, mais dans le futur, on rêve toujours d'un futur plus paisible. Je dirais le Sud-Liban, c'est vraiment la région qui va vous faire dire waouh, comme c'est beau. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a un sport qui est particulièrement populaire au Liban? Est-ce que c'est le foot? Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Parce que on se demande toujours il y a des pays, par exemple en Europe, on va souvent dire c'est le foot. Par exemple en Inde, c'est souvent le cricket. Ils sont foot, cricket. Tu vois, ici au Canada, il y a beaucoup le hockey quand même. On va pas se mentir, il y a le hockey avant, puis après il y a les autres sports. C'est quoi le sport entre guillemets populaire ou national au Liban? Donc, je sais pas c'est quoi le sport officiel. Je pense que c'est le basket, et ça va être ça ma réponse. Le basket et le foot. Ok. Au basket, le Liban est plutôt fort pour un petit pays. Ils sont arrivés en Coupe du Monde l'année dernière. Donc, ils étaient dans le même groupe que le Canada et la France et la Latvie, je pense. Malheureusement, ils se sont fait tabasser contre le Canada. Mais ils allaient battre la France. Ils étaient à 2 points de battre la France. Ok. Donc, mais quand même, c'était un point de fierté de voir le Liban arriver dans une Coupe du Monde. Parce qu'au Liban, au foot, je pense pas que ça va se passer dans le futur, malheureusement. Même si le foot est très apprécié, et vraiment, là, je me souviens très bien des nuits de Champions League au Liban, quand Barcelone joue contre Real Madrid. Et vraiment, c'est toujours à 21h du soir. Ouais. C'est quelque chose qui me manque beaucoup parce qu'ici, c'est à 14h. C'est au milieu de la journée quand on bosse. Mais là-bas, tu sortais, si C'est un tu moment voulais de te partage, balader, quoi. ouais, tu te balades dehors et tu écoutes partout les gens en train de crier, tu écoutes le commentateur arabe qui part avec ses discours je sais pas, de philosophie et d'histoire et de sport et de tout ça. Donc, ça, c'était super cool. Et même en Coupe du Monde, en fait, je veux dire quelque chose de drôle. Il y a 2 camps vraiment se détestent au Liban. Et ils ont inventé 2 rivaux qui n'existent pas en vraie vie. Donc, le Brésil et l'Allemagne. Ok. Donc, là, quand ils jouent contre eux-mêmes, au Liban, les gens se tabassent. On est proche d'une deuxième guerre civile. En tant que les gens sont passionnés du Brésil et passionnés de l'Allemagne. Moi, je suis côté Brésil. Et là, en 2014, quand ils ont perdu 7-1, on m'a détruit. Mes amis allemands m'ont vraiment détruit. Mais ouais, c'est ça. C'est entre le foot et le basket, je vais dire. Et est-ce qu'il y a une expression typique, populaire au Liban? J'arrive pas à penser à quelque chose. I'm blanking. Ok, on la coupera celle-là. Et est-ce qu'il y a un stéréotype, alors c'est toujours une question un peu cliché, mais est-ce qu'il y a des stéréotypes sur le Liban? Et si oui, ce seraient lesquels? Le trilingue, là c'est quelque chose. Il y a une blague aussi au Liban qu'on dit que quand on se moque de nous-mêmes, parce qu'on peut pas parler dans une langue, dans une phrase, on dit toujours Hi, kifak, ça va. Donc en fait, peut-être qu'on peut prendre ça comme expression commune là-bas. Hi en anglais, hi, kifak c'est comment ça va, et ça va. Ouais, ça du va. coup, les 3 langues en même temps, quoi. 3 langues en même temps, exactement. On a quelques autres aussi stéréotypes qu'on se dit quand il y a des moments un peu plus durs au Liban, mais pour garder les humeurs un peu plus haut, pour garder... La joie de vivre, entre guillemets. Ouais, la joie de vivre. On dit même, on a maintenant des coupures d'électricité. La dernière fois que je suis allé, j'avais 2 heures d'électricité par jour. Chaque fois que ça se coupait, on se regardait, on se disait, au moins on peut aller skier et nager dans le même jour. Ouais, c'est vrai. Au moins vous gardez toujours le sourire, quoi. Ouais, exactement. Il y a combien d'heures d'avion entre le Liban, on va dire entre Beyrouth et Toronto? Donc ça dépend, il n'y a pas de vol direct. Et la plupart des gens, je veux dire, font escale en France. Moi, je fais toujours escale en France, pas parce que j'aime l'aéroport Charles de Gaulle, il est maudit cet aéroport. Il est compliqué cet aéroport. Il est super compliqué. Déjà, Terminal 2, A, E, A, B, D. Même maintenant, là, je comprends pas. Mais je pense que le chemin le plus court, c'est 7 heures de Toronto à Paris. Et là, ça, c'est variable aussi avec le vent.
et 4 heures de Paris à Beyrouth. Donc 11 heures total. Ouh, ça fait quand même pas mal de chemin. C'est lourd, c'est lourd. Quelle est la capitale du Liban pour ceux qui ne sont pas encore sûrs? C'est ma ville, c'est Beyrouth. Ok. Combien d'heures de différence il y a de décalage horaire entre Beyrouth et Toronto? 7 heures. Wow. 7 heures en avance. Donc là, il est 15 heures. Ouais. Donc il est 22 heures au Liban. Ok. Au moment où on enregistre, ouais, il est 15 heures, les amis. Et oui, on vous dit pas tout sur chaque FM. On enregistre certaines émissions la journée. Je suis désolé, j'ai cassé un secret. Non, il n'y a pas de secret. On est toujours transparent. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Liban? Ouais, mais vous n'allez pas trouver quelqu'un qui porte ça maintenant. Ah ouais, c'est un truc un peu à l'ancienne? Ouais, non, maintenant c'est jeans et polo. Comme là, qu'est-ce que je porte maintenant? C'est ça l'habit traditionnel? Ouais, même les jeans, c'est vraiment à la mode. Même les années 70, les combattants de la guerre, ils portaient des jeans Levi's, hein, même. Ah ouais? Des gens qui, soit disant, sont pauvres, ils portaient tous des jeans design. Et c'est ça, les Libanais sont très fashionable. Ils aiment vraiment leur image. Donc, si tu veux trouver des gens qui savent s'habiller, pars au Liban. Parce que vraiment, ces gens savent s'habiller. Mais côté traditionnel, je veux dire, c'est le fez, là, le fez turc. C'est un chapeau qu'on porte et là, les robes blanches. Comme un djellaba un peu? Ouais, mais ça, c'est aussi un peu plus côté musulman. Là. Je sais pas si les chrétiens vont porter quelque chose comme ça, mais ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle au Liban? Ouais, la dabke. Donc, je maîtrise pas ça du tout. C'est quand même cool à voir. Dans tous les mariages libanais, c'est quelque chose à voir. By the way, c'est un événement géant parce que, comme je vous ai dit, la famille, c'est quelque chose que vous avez à cœur, donc forcément, c'est un moment de partage avec tout le monde, c'est ça? Exactement. Et c'est pas juste la famille, c'est la personne que j'ai rencontrée il y a 15 ans, quand je coupais mes cheveux, lui, il est invité aussi. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et là, pour 3 heures, c'est vraiment, tout le monde est content, tout le monde danse, tout le monde fait l'adapté. Tout le monde partage cet événement, c'est super important. Donc, ouais. Et l'adapté, pour moi, il y a toujours quelqu'un qui est vraiment, donc l'adapté, c'est, comment ça, je mets un pied devant, un pied derrière, après je descends sur un pied. Okay. Et il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus gros, mais qui peut vraiment descendre par terre. Alors que moi, je suis sportif, j'arrive pas du tout à faire ça sur un pied. Mais c'est des heures et des heures d'entraînement. C'est des heures et des heures d'entraînement. Voilà, tous les mariages, à force d'aller. C'est ça. Ils font des squats sur une jambe à chaque fois et ils s'entraînent tout au long de la nuit. Exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi l'hymne national du Liban? Donc c'est Kuluna le Watan, donc un pour tous, tous pour la patrie. Ça, c'est la traduction directe. Et du coup, elle est en quelle langue? Parce que arabe. elle est en arabe du coup. Et est-ce qu'il y a une version franco? Est-ce qu'il y a une version anglophone? Je pense pas. Ok. Non, je pense pas. Mais c'est... Ouais, non, je pense pas qu'il y a une version française. Ok. Et quelles sont les couleurs du drapeau libanais? Alors moi, je l'ai bien en tête parce que j'ai des amis libanais. Mais est-ce que tu peux le rappeler pour les auditeurs? Ouais, bien sûr. Je vous donne l'histoire aussi. Ouais, carrément. Donc, le drapeau libanais, c'est 2 raies rouges horizontales en haut et en bas. Et au milieu, il y a le cèdre vert. Donc, à pas confondre avec un sapin de Noël. Ouais, non, c'est pas un sapin, c'est un cèdre. C'est un des arbres les plus majestueux du monde. C'est le symbole du pays. On a des arbres même dans... Là, je vous ai dit où je faisais du ski, on a une montagne qui rentre dans les forêts où il y a le cèdre. Donc, c'est quelque chose de très traditionnel pour la montagne. Et la montagne, c'est vraiment l'esprit du pays. Même si on a la rive méditerranéenne, c'est la montagne qui est vraiment l'esprit du pays. Le mont Liban, on l'appelle. C'est en fait, quand la France est venue coloniser le Liban après la Première Guerre mondiale, c'était grâce au mont Liban qu'ils se sont dit, il doit y avoir un pays ici qui s'appelle le Liban, parce que c'est l'esprit de cette montagne, vraiment. Et donc ça, c'est le cèdre au milieu. Les deux, la trait rouge, c'est un symbole du sang, malheureusement, parce que on a passé à travers plusieurs guerres. Il y a une autre expression là que je pouvais utiliser maintenant. Je me souviens que Beyrouth a été démolie et rebâtie 7 fois. Donc, on me disait ça quand j'étais jeune. Je ne savais pas si c'était vrai. Là, c'est malheureusement devenu 8 fois parce qu'on a eu en 2020 la grande explosion au port.
Mais c'est vraiment un pays qui a dû subir beaucoup de défis. Et c'est un pays qui a été occupé par presque tous les peuples du monde. Là, on a commencé avec les Phéniciens, puis les Cananéens, puis les Romains, puis les Égyptiens, puis les croisades, puis les Ottomans, puis la France, et puis finalement l'indépendance. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un si bel état d'esprit de partage et que tout le monde est le bienvenu, parce que tout le monde a cru que c'était chez lui, le Liban, à un moment donné. Donc maintenant, vous êtes peut-être plus ouvert aussi, hein, c'est peut-être pour ça. Et c'est ça, mais une autre raison aussi, c'est parce qu'on doit faire face à tous ces défis. Comment on peut survivre? Vous allez vous demander comment, mais ces gens peuvent survivre tous ces défis, toutes ces guerres, tous ces malheurs. C'est avec l'esprit de communauté. Si j'ai mes voisins avec qui je suis ami, un grand groupe d'amis, toute ma famille qui me supporte, il y a toujours quelqu'un qui peut te supporter. Puis il y a toujours quelqu'un pour tendre la main, en fait. Exactement. Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Sandro, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a pu en apprendre plus, mais moi, j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui sur ta belle communauté libanaise. Un grand merci à toi, c'était un plaisir. J'espère que toi aussi, tu as pris du plaisir à être avec nous aujourd'hui. Merci, Nathalie. C'était un géant plaisir pour moi. Déjà, pour faire des conversations en français, ça me fait vraiment énormément plaisir. Ben écoute, le plaisir était partagé. J'espère que vous aussi, les auditeurs de Choc FM 105.1, vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce beau pays qui est le Liban. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco, un projet qui, je vous rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.